Alors, je propose d'ouvrir un chantier peu connu, finalement, peu pratiqué, si ce n'est que nous avions déjà évoqué cette question, et si ce n'est que depuis une quinzaine d'années, il y a eu des interventions coordonnées autour de cette approche phénoménologique de l'effet des psychotropes. J'entends bien tous les psychotropes, pas tous les grands psychotropes, pas seulement les psychotropes prétendument et effectivement thérapeutiques, mais également des psychotropes que nous connaissons tous, comme l'alcool, le cannabis, euh, également la nicotine, la caféine, la nicotine. Et donc, bien sûr, nous allons nous centrer, ce qui sera le cœur de mon exposé, sur l'effet des, des psychotropes, des antipsychotiques, parce que cela va toucher véritablement la théorie phénoménologique de la psychose et de l'altération de la structure d'ipséité dans les psychoses. Mais avant d'arriver à ce cœur de mon exposé, je vais évoquer d'abord quelques principes méthodologiques à cette phénoménologie de l'effet des psychotropes. D'abord, cette phénoménologie se situe à un niveau intermédiaire entre la pharmacologie élémentaire et la clinique phénoménologique des syndromes. Elle se situe au niveau sur l'effet euh, des manifestations primaires et non secondaires dans les pathologies. Par exemple, on peut dire qu'elle va tenter de se situer, en ce qui concerne les psychoses, au niveau du noyau phénoménologique altéré dans les psychoses, l'altération de la structure d'ipséité. Le niveau secondaire, ce serait le délire lui-même, puisque le délire est une tentative, peut apparaître phénoménologiquement comme une tentative de compenser, de masquer, de reconstruire une continuité de l'expérience qui est en effraction en tout cas dans la schizophrénie et dans la constitution des autres délires. Hein. Voilà, un phénomène secondaire et primaire. Là, je ne parle pas donc au niveau secondaire, mais au niveau du noyau primaire. Cette approche se situe au niveau des classes thérapeutiques et non pas des familles pharmacologiques d'action. En cela, elle est accessible aux non-pharmacologues, à tout un chacun, d'autant que nous avons une certaine familiarité avec ne serait-ce que les ivresses. Parce que finalement, au fond, se prétendre phénoménologue et brandir l'idée d'une analyse de la présence, c'est faire une analyse de la forme de la présence, et c'est bien la moindre des choses que de prétendre être capable de décrire la première transformation de la présence que nous connaissons, qui nous est si simple, qui est celle de l'ivresse ou de l'élation. Hein. Et en cela, l'ivresse et l'élation, d'ailleurs, c'est une question qui a déjà été travaillée, notamment par Dominique Pringuet, à travers la question de la nostrité alcoolique. Il montre le rapport à l'état, à l'espace intersubjectif dans l'ivresse alcoolique, dans l'ivresse cannabique et également dans ce fameux exemple des ivresses de l'ecstasy, du médicament de l'ecstasy, à partir duquel on décrit des expériences empathogènes et entactogènes. Hein. Empathogène et entactogène, cela signifie, entactogène signifie que dans l'ivresse extasique, on a l'impression d'avoir tout d'un coup une conscience de soi totalement transparente, et empathogène, on a l'impression de pouvoir ressentir autrui dans une intersubjectivité complète, comme s'il nous était transparent. Vous savez donc que cette extasie aussi peut s'appeler euh, love drug, qui n'est pas un excitant sexuel, mais comme elle abolit en fait la distance vécue intersubjective, elle a quelque chose à nous apprendre de l'effet intersubjectif dans une ivresse, c'est qu'il y a une abolition de des barrières intersubjectives, comme nous le savons assez bien. Je dirais même que cette approche de l'ivresse, qui est donc une des choses extra-psychotiques, hein, l'approche de l'ivresse est intéressante au niveau
du cannabis. Parce que finalement, une ivresse cannabis, si on prend un plan d'analyse phénoménologique, ça va nous dire, mais écoutez, alors comment cela se caractérise du point de vue temporel? Quelle est la temporalité cannabique? Hein. Alors, on peut dire que la temporalité cannabique, elle se caractérise. Est-ce qu'il y a du passé dans l'expérience du présent cannabique? Quasiment pas. Hein. C'est une espèce d'abolition de toute rétention. Il n'y a rien. Il y a une éversion sur le moment présent où nous sommes, pas plus qu'il n'y a pas de futur. L'ivresse cannabique n'est pas véritablement, elle peut être euphorique, en partie euphorique, elle est dysphorique, mais elle n'est pas véritablement joyeuse au sens d'une joie, d'un futur qui peut s'ouvrir. Il n'y a pas de futuration dans le moment cannabique. En même temps, là, c'est une des caractéristiques phénoménologiques. Hein. Il y a un vécu de spatialisation cannabique dans lequel l'espace est assez restreint et il y a pas de, il y a une esquisse d'abolition intérieure-extérieure. On va le retrouver également au niveau du sentiment corporel de soi. Hein. C'est une analyse, je décline un plan d'analyse phénoménologique, temporalité, spatialité, vécu de corporéité. Il y a une corporéité qui devient assez floue. C'est pour ça d'ailleurs que le cannabis sert aussi souvent d'adjuvant aux relations sexuelles parce que la sexualité est vécue assez de façon à la fois étrange et de façon plus intense parce qu'il y a une sorte à la fois de présence à autrui, un peu comme dans l'ecstasy, on le retrouve dans différentes drogues également, et de présence à soi et présence à autrui, et dans un très fort, dans une momentisation particulièrement forte. Euh, Là, de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et il y a un autre élément que je voudrais ajouter, j'ai eu l'occasion d'en parler une ou deux fois, c'est que il y a la structure intra-expérientielle dans le cannabis qui est modifiée. Que cela veut dire structure intra-expérientielle? C'est-à-dire en fait le logos, cette espèce de la marche logique de soi. Et en fait, l'expérience du cannabis, comme dans toutes les ivresses, est une expérience anti-dialectique. Elle abolit toutes les oppositions entre les choses. C'est en cela qu'on peut dire que c'est intra-expérientiel et extra-expérientiel. Pourquoi nous recherchons, pourquoi nous voulons prendre du cannabis? Parce que c'est un bon stressolytique, pas un anxiolytique, un stressolytique. Il abolit les tensions d'opposition. Le stress, c'est très différent de l'angoisse. Le stress est une saturation dans des implications d'action multiples et c'est une compacité qui fait il y a un entrelac inextricable, une sorte de pression véritable. Et là, l'effet du cannabis répond à cette tension et par cette abolition de tous les contraires. Tout est compossible. Tout est compossible et rien ne s'oppose, et tout d'un coup, je suis dégagé d'une sorte de pression, d'oppression fondamentale. C'est cela qui est recherché véritablement dans l'expérience cannabique. Cette compossibilité aussi, j'avais eu l'occasion de l'évoquer pour être en continuation avec l'exposé de Philippe. Et cette compossibilité, on la trouve également dans le rêve, parce que le rêve a a cette capacité de, de rendre tout compossible. Rien ne s'oppose. Le rêve est antidialectique. C'est un mode d'être où rien ne fait véritablement. Il y a de l'angoisse à l'intérieur du rêve, il peut se passer ceci ou cela, mais rien ne s'oppose véritablement. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que nous recherchons, si nous voulons prendre du cannabis, c'est que nous voulons rechercher. Il y a la recherche d'un état qui peut être comparable à celui où s'abolit les tensions à l'intérieur du rêve, pour autant qu'il faut distinguer la phase d'endormissement, le rêve proprement dit, et le cauchemar, qui est là, qui est un mélange d'éveil et de rêve, c'est tout à fait différent, ce sont trois choses très différentes. Donc là, nous avons l'esquisse d'une analyse assez intéressante, finalement, à travers le cannabis, de quelque chose qui se produit en partie
et de façon moindre, en fait, dans l'ivresse alcoolique, où également nous avons un sentiment d'être ensemble, une défuturation, une dépasségisation. Tout d'un coup, on est là tous ensemble, une capacité une momentisation qui est véritablement plaisante, puisque tout est aboli, toutes les craintes de l'avenir, du futur, de la projection de soi sont abolies, et nous revenons à ce moment partagé où on est ensemble, alors que d'habitude, on peut être en rivalité virtuelle ou en agressivité virtuelle avec autrui. Voilà. Toute cette, toute cette tension est également abolie. Alors là, plus encore, on l'a vu dans ce qu'on peut appeler éventuellement une ivresse extasique de la MDMA, où pendant euh, pendant très peu, en fait, très très peu de temps, 3 ou 4 heures, on a une espèce de vécu de proximité et d'abolition de tout à la fois. C'est pas, ce n'est pas une question à la fois ni de pudeur ni d'attrait sexuel, mais d'abolition de la distance à autrui. On a l'impression de comprendre de façon tout à fait intense autrui. Et voilà. Cela nous intéresse que comme théorie en fait, de l'ivresse et des élations et des modifications de la forme de la présence dans l'ivresse. J'ai évoqué l'idée de stressolytique et de la distinction entre le stress et l'angoisse. On a une idée quand même assez claire. Par exemple, une véritable angoisse. Demain, on passe un examen physique, et peut-être l'enjeu est peut-être une tumeur ou une pathologie grave. Et là, on est alors, l'expression est heideggerienne, elle est très précise, c'est le devant quoi de l'angoisse. C'est-à-dire que la chose qui est devant nous est monumentalisée et devient très importante. Et en fait, l'angoisse peut se comprendre comme une espèce de mouvement de recul qui n'est pas toujours possible pour affronter cet obstacle qui est devant nous et qui devient gigantesque. Là, on comprend bien, c'est le phénomène de l'angoisse ou d'une anxiété proprement dite. Ça se distingue tout à fait de la tension, du stress que l'on a évoqué, qui est un entrecroisement, une intrication dans les histoires, pas au sens de Wilhelm Schepp, mais une saturation dans des intrications qui fait que nous ne pouvons plus accomplir, nous sommes au bord. D'ailleurs, ce qui est le point limite du stress, évidemment, c'est le burn-out. Et ce n'est pas, c'est une forme de dépression, si on le veut, mais ce n'est pas vraiment la dépression mélancolique, c'est vraiment autre chose comme phénomène. Une dépression très profonde, hein. Mais donc, cet effet stressolytique ça me paraît très intéressant de voir si, par exemple, les benzodiazépines, ce sont les anxiolytiques très communs que nous utilisons, ce sont de véritables anxiolytiques ou de véritables stressolytiques, encore qui peuvent agir juste comme inducteurs à la fois du sommeil, en restaurant le sommeil, il restaure certaines capacités de maîtriser à la fois l'anxiété ou le stress. Là, on peut se dire que de ce point de vue-là, les benzodiazépines seraient plutôt du côté anxiolytique strict, hein, donc ce phénomène d'être devant quelque chose, le devant quoi de l'angoisse, et serait moins à proprement dit, véritablement stressolytique. Et là, effectivement, le cannabis est plus stressolytique et l'alcool aussi est plus stressolytique qu'anxiolytique. L'alcool, l'alcool a ses différents niveaux d'action, hein, donc il y a un effet probablement stressolytique, je dirais, de la 5e minute à la 45e minute, et ensuite, cet effet disparaît, et ensuite, il crée un effet émotionnant. Hein, il modifie l'émotionnalité, et c'est en cela où il crée ses propres problèmes, et ensuite il crée le rappel à l'état, vu l'importance à la fois des affects émotionnels, il crée un nouvel appel de reprise de consommation. Voilà, ça me paraît une des choses intéressantes en dehors du spectre proprement dit de l'effet des antipsychotiques. On peut parler aussi
de la différence qui me paraît, cela me paraît utile de cette approche phénoménologique des psychotropes pour mieux comprendre les noyaux psychopathologiques ou noyaux de souffrance qui sont en jeu. Et je crois qu'il y a eu, dans les 50 dernières années, il y a eu une inflation du concept de dépression et que finalement, c'est quelque chose qui est devenu très flou. Personnellement, j'ai écrit un bouquin Dépression et paradépression. Et je crois que le noyau dépressif doit être plus spécifié et l'action des antidépresseurs doit être plus critique. C'est parce que ce qui est intéressant dans cette approche phénoménologique des effets des psychotropes, c'est de critiquer les intitulés, l'intitulé antidépresseur. Me paraît d'ailleurs, il est tellement vague et il est tellement peu spécifique. En même temps, il prétend être très spécifique sur le noyau mélancolique. Il l'est peut-être, je crois qu'il l'est sur le noyau mélancolique, mais finalement, on le donne pour tellement d'autres choses, pour d'autres fonctions de régulation émotionnelle, d'anxiolytique, parfois de psychostimulants. Certains antidépresseurs sont utilisés uniquement comme psychostimulants. Et alors que il faut se poser la question d'abord d'un trouble dysthymique ou dysphorique. Je pense que la distinction dysphorie-dysthymique est tout à fait fondamentale. Hein, l'humeur thymique, c'est l'humeur temporelle, passé, présent, futur. Le défaut de suturation est l'appel du thème, éventuellement des thèmes mélancoliques. Dans la mélancolie constituée, on appelle un thème qui vient signifier une lettre en arrière de soi. Hein. Et alors que dans l'humeur phorique, c'est de l'humeur de résonance. C'est une humeur, finalement, c'est une dialectique plutôt être avec autrui et être seul, être perdu dans sa solitude. Et comme on l'exposait dans un exemple euh, il y a quelques jours, euh, on a la situation de quelqu'un qui arrive, qui semble être dans un état de prostration mélancolique avec des thèmes suicidaires ou non, enfin des thèmes d'une certaine gravité. Et puis, aussitôt qu'il se retrouve dans le service de psychiatrie, où il y a des gens, du monde, tout ça disparaît rapidement parce qu'au fond, le noyau en cause pathologique n'était pas véritablement de la dépression au sens mélancolique, c'était une situation à la fois d'isolement et là on voit bien d'ailleurs ce rôle, ce trouble phorique qui va intervenir notamment dans la prise d'alcool, parce que au fond, la prise d'alcool, l'appel d'alcool, c'est un appel de d'éloignement. On ressent que le monde est trop loin de nous et on veut quelque chose qui puisse s'en rapprocher. L'alcool, tout d'un coup, on le retrouve d'ailleurs, si vous faites des voyages, vous vous retrouvez dans un pays extrêmement très lointain et tout d'un coup, boire ensemble le soir, on a l'impression de retrouver le monde vivant. Et dans ces cas-là, on dit l'alcool déloigne, abolit le caractère lointain. Voilà, ça peut expliquer un certain alcoolisme des voyageurs et des expatriés qui ont besoin le soir de se retrouver. Voilà. Donc, l'humeur phorique, là, elle a des liens d'ailleurs avec les addictions, avec la structure, l'éventuelle structure addictive qui me paraît très importante. C'est un appel à une nostrité, comme l'a dit Dominique Pringuet. Et voilà, cela me paraît quelque chose d'intéressant à spécifier. Je reviendrai un petit peu sur le rapport addictif à la fois aux psychotropes et à la structure générale de l'addiction qui me paraît être encore dans l'orbe de cette dysphorie. La théorie de l'addiction que je défendrai volontiers, de sa structure fondamentale, c'est qu'il y a un trouble primaire à la base, qui est une atonie d'ennui. C'est une incapacité à vivre les moments, à les investir fondamentalement, et on cherche un événement euh, pour, euh, pour sortir de cette atonie d'ennui. Et la fonction addictive, c'est une fonction de réévénementialité pour se recréer une excitation. C'est bien ça qui se passe. Prendre à la fois, c'est bien ce qui se passe dans les différentes addictions, addiction tabagique, nicotinique, addiction d'alcool, addiction sexuelle. Il faut toujours remettre de l'événement. On ne supporte pas les périodes d'atonie. Il y a une lente descente
vers un moment à la fois de manque d'un événement. Quand on dit le manque, c'est le manque d'un événement et l'addiction répond à cette demande d'événement. Donc, sentiment d'ennui, besoin d'événements et addiction, là, on retrouve quelque chose qui appartient également à la phénoménologie de l'effet des psychotropes. Alors maintenant, euh, euh, si vous voulez, il en va d'une question autrement plus difficile de tenter de définir euh, ce que peut être l'effet antipsychotique. Hein. Nous partons de antipsychotique. J'entends bien là, le modèle reste la schizophrénie. Hein. Pas la psychose maniaco-dépressive. Et là, dans le petit papier que je fais, je rappelle quelques éléments sur lesquels vont éventuellement agir, euh, sont les composants de l'expérience psychotique. Alors, altération de la structure d'ipséité, qui me semble paradigmatique. Dislo un phénomène psychotique, c'est une dislocation de l'unité de l'expérience. C'est une dislocation de l'unité et de l'unicité de l'expérience. Unicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 expériences, il n'y en a qu'une fondamentale. Unité et unicité ne vont pas nécessairement ensemble. Hein. Et, il peut y avoir des unités qui tentent de se reconstruire à côté, et l'unicité peut se disloquer. C'est ce qui se passe dans différentes expériences délirantes ou dans l'esquisse de constitution de monde à côté. Et voilà. Donc, et alors cela, l'unité de l'expérience est tout à fait centrale grâce on le comprend bien, grâce à Jaspers, un lecteur du premier Husserl. Là, je suis à côté de Jean-Claude et qui connaît bien l'œuvre de Jaspers. Et finalement, la dislocation de l'unité de l'expérience, c'est le phénomène des Vanstemmungen, lorsque l'expérience perd de son unité, advienne une atmosphère délirante, qui empêche de porter le thème. Hein. On retrouve ça également ce sera un équivalent de la question noético-noématique, porter le thème ou porter la forme centrale. Si l'expérience n'a pas son unité, elle ne peut pas porter véritablement un thème, le thème de la vie, qu'est-ce que je fais, quels sont mes engagements, ou le thème, et c'est un peu la même chose qui se passe qu'analyse le Rorschach, parce que dans le Rorschach, il y a une dislocation de la reconnaissance des formes. La reconnaissance des formes a besoin de l'unité de l'expérience pour pouvoir toucher véritablement les images et le sens des choses. Hein. Donc la reconnaissance des formes, la capacité de porter le noético-noématique, des noémata, de porter des objets, et également, du point de vue psychomoteur, c'est à la fois l'intégration, la mélodie kinétique, c'est l'équivalent des noémata, hein, l'intégration du mouvement et la conduite de l'action à travers le mouvement dans dans les dimensions psychomotrices de l'unité de l'expérience. Hein. Donc c'est ça qui va être disloqué. On va voir de quelle façon on peut arriver à le toucher. Alors, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que l'effet des psychotropes est-ce un effet cortical ou précortical? C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire, précortical? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut pas, on peut concevoir qu'il y a des structures d'appartenance à soi qui seraient en quelque sorte précorticales et la corticalité, c'est-à-dire la capacité de réfléchir, de penser, ressentir, serait un instrument au service de ces structures précorticales. Et de ce point de vue-là, on est plutôt tenté qu'il y a une altération, je dirais, dans les psychoses, il y a une altération des structures précorticales. Hein, en cela, on se dit que les psychoses, ce sont des altérations des structures pré-psychologiques de l'expérience. C'est pour ça que, mais en même temps, ces structures précorticales, ce sont des différenciations
à l'intérieur de l'espace cortical, qu'elle soit, là je ne fais pas de neuroanatomie, mais ce sont des spécifications à la fois d'une corticalité élémentaire qui se sont faites et que l'on retrouve principalement autour et là, on va s'intéresser dans la mesure où les antipsychotiques arrivent à réduire des expériences, euh, euh, une dislocation de ces structures pré-réflexives. On est intéressé par à quel lieu ils agissent et on a une réponse qui est, on sait que les neuroleptiques, par exemple, classiques, agissent au niveau des voies mésolimbiques. Et il y a quatre voies, je vous épargne ces quatre voies, qui chacune donne d'ailleurs, explique une partie de l'effet des effets primaires et à la fois secondaires. Hein. Donc, malheureusement, cet effet sur à la fois la voie mésolimbique, nigrostriée, tuberon infundibulaire et la quatrième, il m'a échappé sur l'instant, et donc explique à la fois les effets primaires et secondaires de cette pathologie. Donc là, au fond, on a quelque chose d'intéressant parce que on aurait quelque chose qui serait, on toucherait des aires l'espace précortical qui est assez difficile à définir de façon neurophysiologique et neuroanatomique. Mais on a l'impression que l'on peut toucher cet espace précortical à travers l'effet des neuroleptiques. Cet effet des neuroleptiques, on peut se demander s'il ne serait pas finalement de diminuer euh, tous les flairements et de créer une permissivité antipsychotique, c'est-à-dire d'abolir aussi toutes les structures dialectiques d'opposition et de rendre encore aussi compossibles des choses de niveau assez différents. Et en fait, euh, peut-être que ces antipsychotiques joueraient au niveau des flairements d'étrangeté, les flairements de dissonance, parce que les dissonances, en fait, ce sont des dislocations de l'unité de l'expérience. C'est tous ces ferments de dissonance qui seraient liés au contact élémentaire avec le monde. Finalement, avec Tellenbach, on comprend qu'il y a dans l'expérience, très fondamentalement, qui fait fond d'expérience, il y a ces contacts à la fois, ils sont pas, atmosphériques, étant le plus archaïque, l'atmosphérique, c'est le sentiment de l'unité et de la densité élémentaire du monde, mais aussi c'est aussi ce sentiment de son unité et déjà qui serait et c'est sûr que altérer ces contacts élémentaires avec le monde, c'est quelque chose qui se produit dans la genèse des psychoses, et en fait, dans les faits, on le voit à travers l'effet des psychotropes, qui finalement restreindrait les expériences à la fois archaïques, d'étrangeté, et voilà, qui permettrait une meilleure permissivité de ce qui va se produire. Finalement, peut-être que les antipsychotiques permettent de ne pas s'inquiéter de ce qui nous apparaît délirant et de ne pas que ces phénomènes délirants ne s'enchaînent pas les uns les autres et ne se produisent pas les uns et les autres. Donc, euh, euh, réduction des flairements d'étrangeté, de la méfiance et des reculs d'appréhension. Hein. Neutralisation de la sensorialité archaïque, neutraliserait le sensoral, l'atmosphérique, et de toutes les intuitions méréologiques, c'est-à-dire de cohérence de tout et des parties ensemble. Hein. Donc, euh, l'effet antipsychotique, donc, c'est une réduction évidemment de toutes les tensions dialectiques, de toutes les oppositions judicationnelles et qui permettant une permissivité. Par exemple, l'effet des neuroleptiques sur la paranoïa, là, il me paraît très clair parce que tous ces vécus d'étrangeté, de méfiance, ils sont saturés dans la paranoïa et là,
dans la paranoïa, quelques gouttes d'antipsychotiques suffisent à faire disparaître. Là, on a une intuition que ça joue au niveau ça introduit une permissivité fondamentale. euh, euh, Parce que là, les psychotropes, tout au moins au début, pas tout le temps, permettent d'être véritablement efficaces et font disparaître même, y compris les hallucinations. Alors, il va dans une phénoménologie de l'effet des psychotropes de ne pas se tromper, hein. Je ne veux pas dire que ça soigne ça, cela tout le temps, mais en tout cas, à un moment donné, on a un effet sur ce type de choses. Finalement, est-ce que l'effet antipsychotique ne serait pas une réduction de la désorganisation ontologico-émotionnelle, c'est-à-dire des émotions fondamentales de niveau ipséique, pas des identités de rôle, hein, pas de tout ce qui peut toutes ces identités que l'on conjugue avec l'ipséité, mais de là où notre être est mis en cause fondamentalement, et dès qu'il s'agit de ça, voilà, évidemment, la chose devient très très grave, puisque finalement l'ipséité ne peut pas se disjoindre, et dès il y a une menace sur l'ipséité, la réaction fondamentale, c'est de produire notamment du délire. Le délire a cette fonction de rendre compossible une éventuelle disjonction de l'ipséité avec des éléments de telle sorte que jamais l'ipséité ne puisse euh, se, se disjoindre, hein. C'est un impossible absolu, hein. Nous sommes capables de produire tous les discours qui sont nécessaires pour que jamais l'ipséité se disjoigne. On peut dire aussi, euh, en retrouvant des intuitions husserliennes, que les psychotropes agissent sur l'intentionnalité. Encore faut-il comprendre l'intentionnalité euh, dans un sens non pas particulier, je pense que ça appartient tout à fait à... l'intentionnalité ne fait pas que viser des objets isolés de conscience, les préviser avant de les définir, elle a en même temps une fonction de retenir des horizons de signification, de les constituer et de les retenir pour que quand nous voyons quelque chose, quand nous voyons quelque chose, euh, pour voir quelque chose, il faut avoir retenu tous les arrière-plans et pour que ces horizons de signification restent assignés à mutuité, pour qu'ils restent silencieux, hein, pour que j'existe s'il y a derrière, s'il y a la foire de Paris derrière moi et que vous entendez, il faut que quelque chose se taise pour qu'une chose se signifie devant, hein, véritablement. Donc, l'effet des psychotropes, on peut dire aussi, agit sur les structures intentionnelles qui sont d'abord assignées à multité des horizons de signification. Et ces horizons de signification, c'est eux qui vont parler, notamment dans les hallucinations, hein. Les hallucinations, c'est quand les horizons de signification ne sont plus assignés à multité et viennent faire événement et rentrer devant la scène. Et ces horizons de signification sont constitués, ne sont pas qu'un seul horizon, et ce sont des couches significatives ces éléments, on les retrouve également, ils sont repris en partie aussi chez Marc Richir, et Tudy Gauzet les évoque. Il évoque aussi la question des Wandtschimung, parce que Richir avait théorisé les choses de ce point de vue-là. Ces horizons de signification doivent être assignés à multité, et cette neutralisation des horizons de signification est peut-être un effet possible de l'effet des psychotropes. Et c'est pour ça que cela me paraît intéressant parce que de le voir, parce que ça nous aide à comprendre aussi les phénomènes, cette approche de l'effet antipsychotique qui est en fait hypothétique, hein, me paraît intéressant parce qu'il permet d'abord de, de formaliser, d'exprimer les intuitions
d'action tacite que nous avons sur eux, hein. Parce qu'on se dit comment cela peut-il fonctionner? Voilà, on a des modèles, et on a aussi en quelque sorte des réquisites pour que quelque chose puisse faire effet sur quelque chose comme une psychose. Voilà, eh bien, écoutez, je voulais partager avec vous ces quelques autres questions fondamentales. C'est un petit peu, un peu difficile, ça mérite d'être lu. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention silencieuse.